Alain Broman, bonjour, bienvenue ici même. Alain Broman, vous êtes microbiologiste spécialiste de la santé des sols, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement de Montpellier au sein de l'unité mixte de recherche Éco et Sol, et vous travaillez sur l'impact du changement d'usage des terres sur le fonctionnement des sols. Vos recherches récentes ont principalement été menées en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Laos, Vietnam, et Afrique de l'Ouest également. Vous avez développé un nouveau set de terrain low cost pour mesurer les fonctions clés du sol, comme le cycle de nutriments, la séquestration de carbone, l'entretien de la structure du sol. Cet outil s'appelle le BioFung Tool. Alain Baumann, bonjour. Vous allez nous présenter ce concept de santé des sols et l'appropriation par les agriculteurs. Bien, bonjour. Alors, je suis sûr que vous m'entendez bien. On vous entend très Donc, bien. d'abord, merci de m'avoir invité dans ces états généraux de l'innovation. Donc, je vais pouvoir présenter une des innovations, effectivement, qu'on a effectuées au sein de notre unité. D'abord, en préambule, je voulais un petit peu aussi réagir donc à la table ronde qui vient d'effectuer. Je trouve extrêmement intéressant que le sol devienne effectivement un petit peu une priorité et parce que ça n'avait pas toujours été, je le montrerai dans ma présentation, effectivement, que le sol n'était pas toujours dans le radar et dans la photo, je dirais pas du monde agricole, parce que les agriculteurs ont toujours su que le sol était important, mais c'était pas l'évaluation de la santé des sols ou de la qualité des sols est relativement récente et vous verrez un peu dans l'historique que je vais présenter. Donc c'est important de le dire parce qu'on a l'impression que maintenant tout le monde parle des sols, mais comme j'ai dit, c'est assez récent. Et cette émission du sol, effectivement, dans la photo scientifique et agriculturale, est importante parce que j'ai vu qu'on a parlé du vie du sol, on a parlé de production. On voit que maintenant, le sol, on lui demande des fonctions qui sont différentes que celles de la production, notamment d'atténuation du climat, mais aussi de filtration de l'eau, d'habitat pour la biodiversité. Tous ces points ont été abordés par vos interlocuteurs et je les en remercie parce que c'est important à dire et à répéter. Est-ce qu'on peut revenir sur les utilisateurs même de l'outil Biofunk Tool et comment définir des référentiels d'interprétation, mais également comment prendre en compte le type de sol et le type de culture, les différents climats dans la construction des indicateurs? Oui, alors je ne sais pas comment. Je pensais effectivement faire une présentation et peut-être que dans la présentation, certaines de vos questions seront C'est le but, c'est répondues, en le tout cas je but. l'espère. C'est le but, tout à fait, D'accord, donc allez-y. voilà, je vais donc commencer cette présentation sur le concept de santé et de qualité des sols. Alors bon, je commence par une idée relativement. Non, excusez-moi, pas encore, vous allez un peu trop vite là. Donc sur le fait que les sols sont en fait, le problème des sols, c'est qu'on a l'impression que c'est une ressource infinie. Effectivement, dès qu'on se promène, on marche sur des sols, on voit des sols partout. Et, et cette diapo, c'est pour montrer en fait que peu de sols sont cultivables. En gros, si vous prenez une pomme qui va figurer la planète, vous pouvez enlever les trois quarts de la pomme parce que en fait, les trois quarts de la planète sont entourés d'eau. Donc, vous n'avez qu'un quart qui sont constitués de terres émergées. Si vous enlevez, dans ce quart, vous pouvez enlever les trois quarts des terres émergées parce qu'elles sont soit trop gelées, soit trop froides, trop secs, trop pentues pour être cultivées. Donc, il vous reste en fait un 16e des sols émergés qui vont être cultivés. Et ça, c'est un point qu'on connaît peu. Et en plus, dans la pomme, si vous voulez aller jusqu'au bout, il faudra juste prendre la surface de la pomme, c'est-à-dire enlever sa peau. C'est cette peau-là qui va effectivement, dont toute l'humanité dépend pour sa production, pour sa nourriture et pour notre sécurité alimentaire. Donc le sol, c'est fragile, c'est long à renouveler, hein, plus de 10 000 ans pour 3 centimètres, et c'est relativement rare. Donc voilà, c'est un point sur lequel je voulais commencer à insister. Et vous voyez que pour l'instant, on est entre 25 et 70% de terres dégradées selon où on se trouve dans la planète. Donc, il est en menace. Diapo suivante. Donc, les menaces, ben, c'est principalement, il y en a 8, hein, mais la première, c'est l'érosion. On perd des millions de tonnes de sol par an
dans le sur la planète. Alors, c'est pas toujours d'origine anthropique, hein, l'érosion est aussi un phénomène naturel, mais l'anthropisation de l'agriculture, évidemment, notamment l'agriculture de montagne, le labour, augmente de manière importante ce phénomène érosif. La deuxième menace, c'est la perte en matière organique et la salinisation. Donc, comme vous l'avez rappelé, j'ai pas mal travaillé en Afrique et en Asie. Et par exemple, le Vietnam, qui est un des greniers à riz de l'Asie du Sud-Est, est extrêmement menacé par le changement climatique parce que donc, les eaux remontent et du coup apportent du sel et ça salinise les rizières. Et c'est un point aussi qui arrive en Camargue et dans certains points en France. Diapo suivante. On voit très bien que maintenant, ce concept de santé des sols, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est apparu relativement récemment, mais ça devient une priorité sociopolitique. J'ai pris l'extrait de la stratégie pour les sols de l'Union européenne, qui vient de sortir il y a à peu près un mois, qui constate que 70% des sols européens sont en mauvaise santé. On reviendra sur ce terme. Et que leur préconisation, c'est qu'en 2050, tous les sols de l'Union européenne doivent être en bonne santé, ce qui fait qu'on n'a pas peu de temps pour inverser cette tendance. Et comment l'inverser? D'abord, il faut accroître notre connaissance sur l'impact des pratiques, des changements d'usage, hein, c'est un petit peu mon thème de recherche, mais aussi mieux définir le concept de qualité et de santé des sols, et c'est ce que je vais faire à travers cette présentation, et développer des techniques modernes d'analyse. Je vais vous en présenter quelques-unes. Le mot moderne, ce n'est pas forcément du high-tech, comme vous le verrez. Diapo suivante. Alors, la santé des sols, c'est pas qu'un enjeu, ça devient aussi un marché. Et donc là, on voit Quentin Sagnier qui a développé une enceinte connectée qui s'appelle Fantôme, une très bonne enceinte, et qui maintenant a développé une société qui s'appelle Genesis, anciennement Greenback, et qui est une agence mondiale de la notation de la santé des sols. Donc, je ne suis pas là pour faire la publicité pour Greenback, c'est juste pour vous montrer que des acteurs qui n'étaient pas très intéressés par les sols avant le deviennent, parce que le sol devient une ressource aussi financière. Et en déterminer son degré de santé, son degré de pollution, son degré de potentiel de stockage de carbone ou sa potentiel de réserve de biodiversité devient un enjeu extrêmement important. Et donc, on peut penser qu'un jour, on aura peut-être, à côté des Nutri-Score alimentaires, on aura peut-être des Sol Score aussi entre vert et rouge pour dire est-ce que le produit que j'achète a altéré ou pas la santé des sols. Diapo suivante. Alors, vous voyez que j'ai de temps en temps utilisé qualité ou santé des sols et qu'est-ce qui différencie? Est-ce que c'est deux mots qui veulent dire la même chose? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, premièrement, si vous regardez dans la littérature scientifique, le mot qualité est apparu à peu près dans les années fin des années 2000, enfin début des années 2000, je veux dire, alors que le mot santé est apparu à peu près il y a une dizaine d'années vers 2010. Mais les scientifiques utilisent l'un ou l'autre terme sans distinction vraiment déterminante. Et on va voir pourquoi. La suivante. C'est qu'en fait, les définitions sont relativement proches. Si vous regardez, je n'ai pas voulu les lire in extenso, mais si vous les regardez, c'est quand même une vision très fonctionnelle. Hein, c'est la capacité des sols à fonctionner avec effectivement des limites et à maintenir ou améliorer la qualité de l'air. Alors après, il y a des petites différences sur la capacité continue et le fait que dans la santé des sols apparaisse le côté vivant des sols, qui n'est pas tout à fait renseigné dans la qualité des sols. Mais c'est des petites différences qui font que pour l'instant ces deux termes ne sont pas tout à fait ne sont pas déterminés pour moi. C'est-à-dire que qualité ou santé des sols représente pour l'instant une vision fonctionnaliste, c'est-à-dire la capacité des sols à remplir des fonctions et assurer des services. Donc, ce que je vous proposais, c'est peut-être de les définir de manière un peu plus différenciée. Et pour moi, la qualité, c'est plus lié aux propriétés inhérentes du système sol. C'est-à-dire, vous savez très bien que des sols ont des propriétés, par exemple, agronomiques qui sont supérieures. Par exemple, moi, je vis dans la région montpelliéraine et dans la région du Languedoc, on n'a pas des sols extraordinaires. On a des sols assez peu profonds, comme rocailleux, argileux. Et alors que des sols, voilà, peut-être du Berry ou du centre de la France ont des propriétés agronomiques un peu plus importantes, plus de réserves utiles.
Donc ça, c'est des propriétés qui ne sont pas altérées ou qui peuvent être, mais qui peuvent être altérées à long terme, mais en général qui ne le sont pas par les pratiques. Alors qu'il y a des propriétés dynamiques. Donc la santé, c'est lié plutôt aux propriétés dynamiques impactées par les pratiques. Donc, comme l'a rappelé un de vos interlocuteurs, on veut savoir si, quand je change de pratique, donc quand je fais ces fameuses transitions agroécologiques, est-ce que j'aggrade, je maintiens ou je dégrade mon système sol. Et ça, pour ça, il faut que j'ai des propriétés, que j'ai des indicateurs qui réagissent à ces différences d'impact. Par exemple, l'infiltration de l'eau, la densité apparente, la quantité de nutriments, le maintien de la biodiversité, la matière organique. Donc effectivement, et je prends souvent oui, diapo suivante. Donc si vous avez un sol qui a potentiellement un niveau potentiel de performance supérieur à un sol B, je fais souvent je prends souvent une image pour illustrer ce point-là. Si je fais 1m71, donc je n'ai pas des propriétés inhérentes fortes pour faire du basket par rapport à quelqu'un qui ferait 1m95. Mais sinon, si je m'entraîne comme un fou et que lui ne fait rien et qu'il regarde que Netflix, eh bien, je pourrais peut-être le battre. Donc voilà, on a des niveaux potentiels de performance différents entre sols, mais seulement si les pratiques si ce sol va être dégradé par les pratiques qu'on y fait, on peut diminuer ce niveau potentiel de performance. Et donc, à la fin, excusez-moi, là, la santé des sols, c'est plutôt effectivement cette mesure du niveau de performance réel et plus potentiel. Et donc là, dans ce cas-là, on a un sol A qui a diminué son niveau potentiel de performance et son niveau réel de performance est maintenant inférieur au sol B, alors qu'au départ, ça n'est pas le cas. Donc effectivement, d'avoir des bonnes pratiques permet d'être plus proche de ce niveau potentiel de performance. Donc, il y a seulement, ça pose quelques problèmes, ces notions de santé des sols, à la fois dans la communauté scientifique. Donc, notamment, beaucoup de gens considèrent que c'est un buzzword. Et le fait de considérer les sols comme un organisme pose problème parce qu'il y a effectivement une vie dans le sol, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi un matériel minéral, un substrat minéral qui a une histoire. Donc, voilà, il n'y a pas consensus tout à fait sur l'acceptation du mot santé des sols, et notamment à cause de cette métaphore qu'elle a par rapport à notre santé humaine. Il y a d'autres problèmes qu'on a par rapport à la santé des sols, c'est la subjectivité de la notion. Si je parle avec quelqu'un des grandes cultures ou un camping, ou un propriétaire de camping, lui, il voudra un sol qui soit relativement dur parce que pour planter ses tentes, ce qui ne sera peut-être pas le cas effectivement d'un agriculteur. Et puis même un agriculteur de grande culture, par exemple un convoi de blé, va peut-être pas avoir exactement les mêmes attendus vis-à-vis du sol qu'un viticulteur. Le viticulteur se satisfait de sols relativement pauvres, parce qu'on sait que l'état de stress de la vigne peut être aussi un point important pour le niveau de qualité du raisin. Donc effectivement, il n'y a pas de notion différente. Et là, j'ai mis aussi, comme il y a une vie dans le sol, vous avez un magnifique colambole. Ce colambole-là, pour lui, il faut qu'il puisse bouger dans le sol. Il faut donc qu'il y ait une bonne structure, des galeries, il faut de la matière organique. Donc, chaque acteur va avoir une vision de la santé des sols qui va être différente. Diapo suivante. Et puis, c'est aussi une notion qui est difficilement objectivable. Je peux comprendre ce que c'est que la qualité de l'air, je peux comprendre ce que c'est que la qualité de l'eau, mais la qualité d'un sol ou la santé d'un sol est une notion qui est, comme on vient de le dire, beaucoup plus subjective. Et donc, qu'est-ce qu'un sol en bonne santé? Donc, on dit que c'est la possibilité qu'il fasse des fonctions, mais il y a encore quelles fonctions? Diapo suivante. Oui, diapo suivante. Parce qu'en fait, on peut avoir des fonctions qui peuvent être antagonistes. Je prends par exemple la fonction qui va être liée à la fourrature d'azote minéral.
Donc, si ça peut être une notion importante pour un agriculteur, ça peut être aussi un point qui peut avoir, pour l'écologiste, qui peut être problématique, parce que vous savez que l'azote minéral peut polluer les nappes. On voit l'exemple en Bretagne, hein, notamment. Donc, il y a une notion aussi de compromis entre services et fonctions qui est extrêmement importante à déterminer. Diapo suivante, donc c'est ce que j'ai. Les fonctions donc, peuvent être contradictoires en fonction des acteurs. Et en fait, cette métaphore de la santé des sols, ça provient d'une évolution de notre appréhension du sol. Et effectivement, au départ, je pense que c'est le directeur de la Chambre d'agriculture d'Aquitaine qui parlait effectivement de fertilité des sols. Et le sol est vu à ce moment-là comme une ressource. Dans cette notion un peu, maintenant qui date un peu, c'est que la fertilité, on pouvait aussi la faire soi-même, c'est-à-dire en mettant des engrais, notamment chimiques, on pouvait augmenter la fertilité d'un système. Donc le sol était vu plutôt comme un substrat. Après, dans les années, je dirais 70, 80, 90, est arrivée cette notion de qualité, cette notion de multifonctionnalité des sols. Le sol n'était pas qu'un support, mais aussi il devait rendre des services comme la séquestration du carbone pour le climat, comme la filtration de l'eau pour notre qualité gustative de l'eau qu'on boit. Il devait être aussi une réserve de biodiversité. Enfin, je ne vais pas vous les citer tous. Mais donc, il y avait effectivement une vision beaucoup plus intégrée et holistique du sol. Et dans les années 2010 est arrivé aussi le fait de la composante biodiversité et le fait que le sol abrite, je vous le rappelle, 25% de la biodiversité du sol. Dans une poignée de sol, vous avez à peu près plus d'1 milliard de bactéries, des millions de colemboles et de nématodes, des ifs mycéliens qui font des kilomètres. Enfin bref, vous avez une vie du sol extraordinairement diversifiée et dense dans le sol. Et effectivement, qu'il faut aussi protéger. Cette notion de santé des sols aussi, une vision un peu plus holistique, parce qu'il met aussi l'homme dans la photo. Donc, la préservation de la santé des sols va aussi être un facteur de préservation de la santé de la plante, de la santé des animaux et de la santé humaine. Hein. Cette notion, ce qu'on appelle One Health, que certains d'entre vous ont déjà rencontré, je suppose. Donc, on est dans une vision plutôt d'un capital socio-écologique. Donc, c'est une vision beaucoup plus holistique. J'aime bien dans un texte bouddhiste avec l'histoire des 9 aveugles qui essayent de décrire un éléphant. Chaque aveugle décrit soit un serpent s'il touche la queue, des piliers s'il touche les pieds, ou plutôt quelque chose de très dur et très pointu, qui sont les défenses de l'éléphant. Donc en fait, bizarrement, je trouve que la science, elle a pas mal acté dans ce sens de la séparation des disciplines, qui fait qu'on avait une vision du sol qui était extrêmement fragmentaire. Un géochimiste ne parlait pas forcément à un hydrologue, n'est pas forcément un biologiste, qui ne parlait pas forcément à un pédologue. C'était Edgar Morin, qui est maintenant montpelliérain, donc voilà, qui nous a rejoints. La complexité vient de complexus, hein, ce qui est tissé ensemble. Donc le vrai problème, c'est qu'on a trop appris à séparer, alors qu'il vaut mieux apprendre à relier. C'est bien cette vision-là. Donc il faut qu'on puisse apprendre à appréhender le sol d'une vision beaucoup plus holistique et beaucoup plus intégrée. Et ce qui n'est pas facile, parce que ça, effectivement, ça demande des compétences relativement diversifiées. Vous vous rappelez que je suis microbiologiste, je ne suis pas pédologue, par exemple, mais j'ai dû apprendre à décrire un sol, parce que comprendre les micro-organismes sans comprendre l'environnement où ils résident n'a aucun sens. Diapo suivante. Et je trouve qu'en fait, là, je reprends le texte d'une ethnopédologue, Lola Richel, qui est belge, et qui a fait tout un travail sur l'appréhension de cette métaphore auprès des agriculteurs, et qui s'est rendu compte d'abord que le santé des sols résonnait beaucoup plus fort que le mot fertilité. C'est donc une notion familière pour les agriculteurs. Et en fait, c'est parce qu'effectivement, on peut s'approprier ce mot de manière relativement rapide, avec effectivement la métaphore aussi de sa santé personnelle. Hein. Le sol est comme le corps humain, il faut lui donner un peu de tout.
et que la Terre est un peu comme une personne. Donc, si la Terre est faible, les plantes sont faibles. Donc, cette vision, effectivement, que je répète un peu d'une santé pour tous, c'est-à-dire une santé des sols qui conditionne aussi notre santé à nous. Diapo suivante. Alors maintenant, on va aborder un point qui était dans vos questions, c'est comment on la mesure. Ça, c'est pas l'aspect le plus facile, et on va le voir tout de suite. Donc, d'abord, en tant que scientifique, on est dans une espèce de dilemme parce que j'ai pas pu je vous avais montré qu'effectivement, le sol héberge une biodiversité absolument étonnante en termes à la fois de biodiversité, mais aussi de densité et de biomasse, hein. Il y a plus de biomasse, par exemple, de bactéries dans un hectare de sol que de vaches dans un troupeau. Enfin, donc, c'est vraiment toute une vie qu'on ne voit pas. C'est un peu le problème, mais qui existe et qui est complexe. Seulement, on nous demande, que ce soit les acteurs agricoles ou le monde politique, de définir des indicateurs qui soient très simples, qui soient compréhensibles par le monde agricole. Et cette dualité entre une complexité d'un système et d'avoir des indicateurs simples pour permettre de comprendre l'évolution du système sol, et je vous le dis, pas simple pour nous, mais c'est un challenge extrêmement intéressant. Alors, le premier problème, c'est on peut se dire, bon, est-ce qu'il existe un Graal, ça veut dire un indicateur unique? Et ça a été souvent la matière organique hein, qui a été le focus de ça. Et pour illustrer ce point-là, alors excusez-moi, c'est un peu une diapo un peu complexe, mais vous allez la comprendre assez facilement. Puis surtout vous intéresser aux couleurs. Donc c'est un projet CASDAR microbiotaire qui a été mené par un consortium à la fois de scientifiques, de centres d'agriculture, d'instituts techniques comme Terrinovia. Et ils ont donc fait une analyse statistique de 183 mesures réalisées dans 20 essais agronomiques différents en essayant de regarder si l'indicateur était sensible, par exemple, à des apports de résidus organiques, c'est les pros, à des différences de couvert, à des différences de travail de sol, c'est le W-sol, à des différences de rotation ou différents systèmes de culture. Et donc, quand c'est jaune, c'est que l'indicateur n'est pas à une attitude faible à discriminer les pratiques. Et quand il est vert foncé, c'est qu'il a une forte aptitude à discriminer. Vous pouvez constater rapidement qu'il n'y a aucun indicateur qui est vert foncé partout. Donc, le Graal ne peut pas être atteint pour l'instant, peut-être qu'on en trouvera, mais il n'y a pas d'indicateur qui permet pour l'instant de répondre à tout, que ce soit le carbone ou... Alors, il y a des indicateurs qui sont plus performants que d'autres, hein, par exemple, caractériser le carbone entre la fraction 50 et 200, mais malheureusement, ce n'est pas l'indicateur le plus simple à faire, puisqu'il faut désagréger le sol. Donc, c'est une analyse qui peut se faire qu'au laboratoire, par exemple. Diapo suivante. Alors, la mesure des santé des sols, je vois qu'il y a des petits problèmes de compatibilité. La mesure de la santé des sols, c'est pour l'instant, tel que quand j'ai commencé à m'intéresser au problème, la première chose que j'ai constatée, c'est que la santé des sols était une vision additive, c'est-à-dire que c'était une somme de ces différents composants. C'est-à-dire, vous avez des propriétés physiques, par exemple, la composition en argile, chimique, le pH, le nitrate, le carbone, et biologique, par exemple la quantité de vers de terre qui a déjà été évoquée. Et donc, on les a... Et plus il y avait de biomasse microbienne, plus il y avait de vers de terre, plus il y avait d'azote, plus il y avait de carbone, on considérait effectivement que le sol était en bonne santé ou de bonne qualité. Donc, douce image de ce chien qui a un petit problème de poids. Et j'appelais un peu la version Monsieur Plus. Quoi. Plus il y en a, mieux c'est. Diapo suivante. C'est que, alors, peut-être avant de parler de cette diapo, je vais faire peut-être une petite parenthèse. C'est pourquoi j'ai eu ce problème très tôt. Pourquoi? Parce que moi, effectivement, comme vous l'avez souligné, j'ai fait une partie de ma carrière, 19 ans de ma carrière, dans des pays tropicaux qui ont comme caractéristique d'avoir très peu de tout ça. Enfin, ils ont des vers de terre, ils ont une biomasse microbienne, mais ils ont très peu de carbone, ils ont très peu d'azote, ils ont effectivement des propriétés chimiques et physiques relativement dégradées, peu de CEC. Et si par exemple je vais dans la savane africaine en Côte d'Ivoire, j'y étais il y a 3 semaines,
eh ben, si vous essayez de mesurer l'azote dans la savane, eh ben, vous n'y arrivez pas. Il y a très très peu, la teneur est extrêmement faible. Pourtant, la savane, elle produit 10 tonnes à l'hectare. Donc, il n'y a pas forcément une adéquation, en tout cas une causalité entre un sol qui est pauvre dans ces éléments-là et une faible production. Et on pourra peut-être revoir au cours de... Donc, moi, la métrique qui était utilisée pour mesurer la qualité et la santé des sols ne me convenait pas dans l'environnement dans lequel je travaillais. Et, euh, et donc, dans cette diapo, je veux montrer que on peut effectivement décrire la biodiversité. Je viens de ce monde-là, hein, donc je travaillais sur les micro-organismes, je travaille toujours sur les micro-organismes, mais aussi la faune du sol, les nématodes et les collemboles. Alors ce qu'on fait quand on fait ça, c'est que d'abord il faut être un peu expert, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir caractériser cette biodiversité. Et bon, il n'y a pas tellement d'experts en fait pour ça, hein, ça demande une vraie expertise. Puis après, on va projeter des fonctions. Si on trouve des vers de terre, comme l'a souligné un peu vos interlocuteurs, on va considérer que c'est bon pour le maintien de la structure. Et si je prends un indicateur qui est par exemple la stabilité des agrégats, la stabilité des agrégats qui est un point important, elle va aussi dépendre des ifs mycéliens, la quantité, parce que les ifs mycéliens, ça agrège le sol. Mais puis aussi de l'humidité, et puis aussi de la température, et puis aussi le fait qu'il soit passé ou pas dans un tube digestif, par exemple de vers de terre. Donc, quand je vais avoir un agrégat qui est plus stable, comment je vais pouvoir déterminer si c'est dû à la densité microbienne, si c'est dû aux ifs mycéliens, si c'est dû à la teneur en matière organique, si c'est dû à l'humidité. Donc en fait, chaque fonction est une intégration de tout ça. Et donc, on peut considérer dans une approche un peu réductionniste que si on pouvait décrire l'ensemble des acteurs du sol, si on avait un hématologiste, un colambiste ou un formicologue, enfin quelqu'un qui puisse décrire l'ensemble de la diversité, plus un pédologue qui décrit la structure du sol, plus des géochimistes qui décrivent un peu le cycle de nutriments, on pourrait comprendre le fonctionnement du sol. Seulement, on ne comprendrait pas les interactions de l'ensemble de ces éléments entre eux aussi. Diapo suivante. Donc, ces interactions-là, pour l'instant, peut-être que dans 10 ans, je pourrais en parler. Mais pour l'instant, c'est encore difficile à établir. Alors qu'on peut mesurer des fonctions. Donc, on a mis beaucoup d'intensité sur la mesure des biodiversités. On n'a pas mis beaucoup d'intensité et beaucoup de recherche sur la mesure des fonctions. Et pourtant, les fonctions, elles reflètent cette biodiversité. Effectivement, ce ver de terre, ces micro-organismes, ces champignons vont vont impacter la transformation du carbone, le cycle de nutriments, le maintien de la structure et la régulation des ravageurs. Mais tous, et chacun et tous en même temps et en interagissant les uns avec les autres. Donc moi, j'ai passé ma vie à essayer d'ouvrir cette boîte noire, donc en ce moment, je suis en train de remettre une espèce de boîte noire sur le sol en considérant que pour l'instant, je vais m'intéresser plutôt au fonctionnement du sol qu'aux acteurs qui le provoquent, en considérant que les fonctions du sol sont un proxy, en fait, quelque part, de l'activité biologique du système. Diapo suivante. Donc, c'est un changement de paradigme. C'est pour ça que quand je parle de BioFoncTool, ce n'est pas qu'un set d'outils, c'est aussi une autre vision de la mesure de la qualité du système. C'est vraiment remplacer une approche un peu stock par une approche dynamique. Alors, c'est un peu caricatural. Hein, tout le monde ne fait. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont une approche dynamique. Je ne suis pas le seul. Et donc, dans cette approche stock qui est un peu réductionniste, où on essaye de caractériser l'ensemble des systèmes, je propose donc plutôt un système donc basé sur la santé des sols. Donc là, on a une illustration de la mesure d'éléments qui peut être l'azote, le carbone. Là, on propose plutôt une approche dynamique et intégrative. On va mesurer plutôt des flux plutôt que des stocks, c'est-à-dire de la respiration, de la dynamique des nutriments, des substrats qui sont biodisponibles. C'est là-dessus que je vais maintenant vous présenter un peu l'outil BioFoncTool. Et donc, cet outil, en fait, c'était pour répondre à 3 points essentiels pour mesurer la santé des sols. D'abord, c'est un outil qui doit être intelligible, interprétable et pour les acteurs du monde agricole. C'est eux les principaux bénéficiaires. Ce n'est pas un outil de la recherche pour la recherche.
mais bien que voilà, on a publié déjà 10 articles dessus, on s'en sert aussi dans le monde de la recherche, mais ce n'est pas le but initial. Comme je l'ai répété, la biodiversité reste au cœur. Non, excusez-moi. La biodiversité reste au cœur de notre approche, même si on ne la mesure pas. Et en fait, on a fait une méthode de notation basée sur la mesure des fonctions du sol, ce qui permet un peu de scorer le sol, ce qui permet aussi effectivement, ça revient au premier point, que ça peut être, c'est des données qui vont être facilement interprétables par le secteur, je dirais, non académique. Donc, et l'idée, c'est que les acteurs du monde agricole, comme je le souligne, devraient pouvoir comprendre et évaluer l'efficacité de leurs pratiques. C'est ça notre souci. Et donc, comment on a sélectionné ces indicateurs? Donc, on s'est pris 3 principaux critères. On a vu que je cible des fonctions, donc il faut que les indicateurs soient liés aux fonctions. Donc, il y a 3 fonctions: transformation du carbone, cycle de nutriments et maintien de la structure du sol. La prochaine fois, je vous ferai un PDF parce que je vois qu'il y a beaucoup de changements de. Donc, par exemple, le pH, qui est un indicateur important que je mesure aussi, mais qui est une variable de contexte et plus une variable dans Buffon Tool, n'est pas lié directement à ces 3 fonctions, même si c'est un point qui va être un point important pour ces 3 fonctions. Alors, la deuxième, j'espère que vous pouvez le lire, c'est être bord de champ. C'est-à-dire qu'on fait toutes ces mesures au champ. Alors, ça, c'est des contraintes. Quelque part, si j'aurais voulu faire un business plan, j'aurais jamais fait ça, parce que vaut mieux faire ça dans un laboratoire, que l'agriculteur puisse envoyer l'échantillon, parce que déplacer quelqu'un, rester sur le champ. Mais c'est notre démarche, comme je l'ai dit, ce n'était pas une démarche commerciale, c'était une démarche vraiment vers les agriculteurs. Ça a 3 avantages. Le premier, c'est qu'on respecte l'intégrité physique du système. Quand vous prenez du sol, vous le tamisez, vous le séchez et que vous l'envoyez, vous allez revenir à des mesures potentielles. C'est-à-dire, vous allez mesurer par exemple l'enzymo, mais avec l'enzymologie, donc des mesures enzymatiques qui vont être à une température constante, à un pH constant, qui n'est pas forcément celui dans lequel vous avez échantillonné votre système. Le deuxième point, c'est que c'est très démonstratif. Et que, c'est-à-dire que quand vous faites une mesure au champ, même si ce n'est pas l'agriculteur qui le fait, en général, il est présent. Si vous faites une mesure d'infiltration de l'eau et qu'il voit que l'eau ne s'infiltre pas, c'est visuel, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un discours d'1 heure là-dessus. Donc, ça permet effectivement d'avoir des dialogues, d'instaurer des dialogues avec les agriculteurs qui sont beaucoup plus riches. Le troisième point, c'est qu'on est vraiment dans la réalité de la fonction. Et le troisième point, c'est d'être low-tech et à coût raisonnable. Alors, on l'a fait dans des pays effectivement tropicaux qui n'avaient pas accès à des laboratoires, donc c'était un peu le but au prochain. D'ailleurs, au départ, je ne pensais pas que ça intéresserait vraiment le monde agricole français, et je me suis trompé, parce qu'en fait, il y a un autre avantage du low-tech et à coût raisonnable. C'est que vous avez une mesure de santé des sols, qualité des sols qui fait 250 ou 300 euros, quelle que soit sa qualité. Vous allez par exemple faire qu'un point, et vous n'allez pas le faire tous les jours non plus. Donc, quand vous faites un point, ça veut dire que vous faites un échantillonnage composite. Vous prenez des sols et vous les rassemblez, donc vous enlevez la variabilité spatiale de votre système. Quand vous avez une mesure qui fait moins de 1 euro, vous pouvez la multiplier. Quand vous la multipliez, vous prenez en compte la variété spatiale et vous augmentez la richesse statistique après de votre analyse de données. C'est vraiment très important, j'insiste beaucoup là-dessus parce que on a une vision un peu du low-tech qui fait, je dirais, du low-data. C'est-à-dire, en fait, quand on utilise des instruments relativement moins précis, on fait de la science aussi moins précise. Et je conteste complètement ce point. Et même, je dirais presque le contraire, c'est que justement, ça nous permet d'avoir un degré de précision de temps en temps plus important. Quand je mets, vous verrez, des laminas bêtes, les laminas, c'est un sticker dans le sol avec des substrats, il y a 16 trous. Je mets 3 fois 7 dans la parcelle. Vous pouvez compter, après, ça fait presque 200 points. Donc, sur une parcelle, après, je répète ça s'il y a des vraies répétitions. Donc, on a quelque chose de solide. On a quelque chose de très, très solide scientifiquement qui nous permet d'avoir des données qui tiennent la route. Évidemment, il y a aussi cet aspect transfert, c'est-à-dire que quand c'est low-tech, low-data et co-raisonnable, ça permet effectivement à différents acteurs de l'utiliser. Donc, diapo suivante. Donc, on a sélectionné une dizaine d'indicateurs
qui nous permet d'évaluer des systèmes agricoles, quel que soit le contexte pédoclimatique. Diapo suivante. Donc voilà, ça c'est une image un peu de Biofunctool, c'est-à-dire que ce qui est important ici, c'est bien la biodiversité qui fait tourner le système, que ce soit le maintien de la structure, la transformation du carbone ou le cycle de nutriments, et que dans chaque fonction, on a entre 2 et 4 indicateurs. Donc, ouais, donc là, vraiment, il y a un problème de... Excusez-moi, elle est restée en anglais, je pensais que j'avais traduit. Oui, voilà, donc on a les 3 fonctions, et en fait, ça vous donne une liste des indicateurs. Je ne vais pas aller dans le détail, je n'ai pas le temps, on pourra le voir dans les fonctions. Mais ces diapos montrent, que bon, le nombre d'indicateurs, donc là, en fait, il y en a 9. Vous voyez qu'il y a des fonctions qui ont plus d'indicateurs que d'autres, je reviendrai sur ce point, mais toutes les méthodes sont publiées. Donc, on s'est attaché à prendre des indicateurs qui avaient une validité scientifique forte, et tous ces indicateurs ont été expérimentés dans différents terrains et dans différents contextes. Diapo suivante. Donc ça, justement, donc on a à peu près cet effet dans plus de 12 pays, que ce soit dans de l'agroforesterie ou des systèmes annuels ou de la viticulture. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait aussi avec des acteurs du monde agricole, donc des chambres d'agriculture. Actuellement, vous aurez la présentation de Patrice Maheu derrière, qui est la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. C'est aussi utilisé par la chambre d'agriculture du Grand Est, donc enfin, une 3e chambre d'agriculture. Enfin, pour l'instant, c'est utilisé de manière assez intensive par certaines chambres d'agriculture. On espère un peu plus. Donc, on fait une formation d'ailleurs chaque année pour pouvoir, et dans la formation qu'on va commencer lundi prochain, il y a la moitié des participants proviennent des chambres d'agriculture. Mais on l'a fait aussi effectivement avec d'autres universités, donc dans le secteur académique, mais aussi des ONG. Enfin bref, on a pu le faire dans différents contextes et avec différents acteurs. Donc, je vais vous donner 1 ou 2 exemples de résultats. Je n'ai pas le temps de le faire. C'est juste pour vous montrer comment ça se présente, un résultat de Biofunctool. Par exemple, là, c'était en Nouvelle-Calédonie et au Cambodge. Je présente celle-là parce que ça montre que en fait, les tendances sont les mêmes. Les pratiques qu'on a caractérisées étaient exactement les mêmes au Cambodge et en Nouvelle-Calédonie, mais dans des substrats, enfin, dans des terres qui n'avaient rien à voir d'un point de vue ni texture ni composition. Et on voit que l'agriculture conventionnelle, effectivement, donc basée sur du labour, notamment, impacte assez négativement la santé des sols par rapport à une agriculture de conservation où le sol est couvert, où il y a des rotations culturales et où on ajoute effectivement de la matière organique et il n'y a pas de labour. Et on a fait, oui, diapo suivante, où on a fait aussi dans l'Auragais, c'est Bernard Garrigue de Terre Innovia. Vous voyez où on a comparé de 10 ans de semi-direct avec seulement 2 ans. On voit bien qu'à bout de 10 ans, on a une santé des sols qui est bien supérieure à celle de 2 ans. Et même chose pour les comparaisons de pratiques. Là, c'est 3 ans de travail réduit du sol avec couverture hivernale pour ville, et puis par rapport à du labour conventionnel sol-nu interculture. Donc voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes. Alors, je voudrais insister sur la manière dont on présente les résultats. Là, c'est des histogrammes. Donc, c'est relativement compliqué à expliquer de manière rapide, c'est-à-dire c'est basé sur une analyse statistique qu'on appelle multivariée. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez 3 couleurs qui correspondent aux 3 fonctions. Donc, en bleu, vous avez donc en bleu, c'est la structure du sol, en vert, c'est la dynamique des nutriments, et en marron, c'est le carbone. Donc, ce qui est important, plus que la valeur, je dirais, vraiment du sol, c'est regarder la proportion relative de chaque fonction. Parce que ça va être important, parce que vous pouvez très bien avoir, en fait, 2 pratiques qui ont quelque part le même index, mais l'index, la proportion relative de chaque fonction au sein de l'index va être très différente. Peut-être qu'il y en a un qui va avoir des nutriments très forts et du carbone très faible. À ce moment-là, c'est un système qui va produire, mais qui ne va pas être très durable. Alors que le système où le carbone, la dynamique du carbone va être forte et nutriments plus faibles, c'est un système peut-être qui va être en termes de production végétale un peu moins important, mais plus constante, plus durable et plus long terme.
Donc, ça nous permet après que l'agriculteur puisse prendre ses décisions, parce que ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il va faire, il est beaucoup plus expert que nous là-dessus, mais ça lui donne une aide à la décision qui peut être importante. Diapo suivante. Donc, je vous ai montré à travers ces présentations que la santé des sols était devenue un enjeu à la fois sociétal et économique, que cette notion, elle doit être mieux définie, et j'espère que vous avez compris comment moi je la vois entre distinction entre qualité et fertilité. Et ça, je pense que la santé des sols doit être mesurée avec des outils accessibles et intelligibles pour le monde agricole. Ça, pour moi, c'est un point important. Et donc là, Biofunctool est un outil de terrain validé, mais qu'on n'arrête pas encore de développer. Ce n'est pas tout à fait, pour être honnête, il y a encore des lourdeurs dans l'outil. Et diapo suivante. C'est pour ça qu'on est en train, à travers de différents projets, d'en faire un outil maintenant 100% terrain, parce qu'il y a une préparation en amont de laboratoire, et puis aussi certains outils qui nécessitent une analyse en laboratoire, notamment des nutriments. Et l'idée, c'est aussi que l'analyse statistique se fasse à travers une application. Je suis aujourd'hui, si je n'ai pas pu vous rejoindre, je le regrette en présentiel, c'est qu'on fait aujourd'hui une journée sur le développement d'applications. Voilà, merci, j'espère n'avoir pas été trop long et que j'ai été Merci Alain Broman. Juste une petite question. Aujourd'hui, qui utilise actuellement l'outil Biofunctool et comment les agriculteurs pourront-ils s'approprier cet outil? Alors, qui utilise l'outil Biofunctool? Comme je l'ai mis dans une diapo, vraiment, c'est très divers. Par exemple, en France, c'est plutôt des champs d'agriculture et des instituts techniques. Donc, c'est plutôt, je dirais, les conseillers agricoles plutôt que les agriculteurs en eux-mêmes. Et pour l'instant, pour être clair, je ne pense pas que c'est un outil qui est destiné aux agriculteurs. Par contre, la restitution des résultats aux agriculteurs, la mesure avec les agriculteurs et comme ça, le conseil qui peut provenir après des résultats de Biofunctool est important à faire avec eux. Maintenant, qui utilise Biofunctool? Votre deuxième question, excusez-moi, c'était… Comment pourront-ils s'approprier cet outil prochainement? Alors, c'est un peu en cours, c'est-à-dire, pour l'instant, ce qu'on a décidé, c'est qu'on ne pouvait pas utiliser Biofunctool si on n'avait pas été formé, même si les protocoles sont publiés, même si… Et donc, on fait une formation annuelle. Là, comme je vous l'ai dit, je commence cette formation la semaine prochaine. Et après, en général, les formateurs forment des personnes. Donc là, on va former des conseillers agricoles, notamment. Très bien. Et donc ça, c'est une première possibilité. Puis après, j'espère que dans un an et demi, si vous me réinvitez, je pourrais vous dire autre chose. Il y aura une application, des tutos vidéo. Enfin, voilà, on travaille un peu là-dessus pour qu'on puisse transmettre de manière beaucoup plus facile qu'actuellement, en passant par une formation qui était relativement lourde de 3 jours. Ce sera avec grand plaisir. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Alain Broman.